Bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Sur Boursorama, aujourd'hui, on vous parle de Donald Trump qui poursuit son offensive contre les politiques climatiques avec notamment ces derniers jours une série de mesures qui reviennent sur les engagements de son prédécesseur Joe Biden pour faire baisser les émissions de CO2 aux États-Unis. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. On sait que dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a donné le ton en retirant déjà son pays de l'accord de Paris, accord qui lie, on le rappelle, tous les pays dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Mais depuis, son équipe, c'est ce qui nous, sont les informations qui nous reviennent des États-Unis, toute son administration entrave le travail de très nombreux scientifiques américains. Est-ce que vous êtes préoccupé par tout ce qui se passe aujourd'hui outre-Atlantique? Oui, peut-être plus que préoccupé. Disons, notre communauté scientifique est complètement abasourdie. Nous avons d'ailleurs essayé de montrer notre solidarité dans des événements comme Stand Up for Science, disons vendredi de la semaine dernière. Non, c'est vraiment incroyable. Et voilà, disons, euh, ce regard qu'il a sur la communauté scientifique, cette négation complète de la science. Vous l'avez dit, David, d'abord en retirant les États-Unis de l'accord de Paris à un moment où, disons là, l'absolue nécessité de remplir, de respecter les objectifs de cet accord s'impose, même aux États-Unis. Disons, quand on regarde ces incendies qui ont eu lieu en Californie il y a maintenant quelques mois, eh bien, clairement, le réchauffement climatique en est un des éléments très clairs. Et puis, alors, l'accord de Paris, alors du point de vue de notre communauté, c'est une attaque en règle par rapport à certains collègues. Alors, on peut citer évidemment Kate Calvin, la responsable, la coprésidente du groupe 3 du GIEC, c'est très important. La présence des États-Unis au GIEC, il y a une seule coprésidente, disons, américaine. Ce groupe 3 sur l'économie est effectivement important et sur les solutions. Et on voit bien que, eh bien, Donald Trump est en train de couper les ailes au GIEC, en train d'arrêter le financement et puis effacer tout ce qui est. Alors, ce n'est pas le seul domaine. On peut parler aussi enfin, de l'identité elle-même, mais effacer tout ce qui relève du vocabulaire de notre communauté, du climat de disons, des sites gouvernementaux ou bien interdire à un scientifique d'utiliser des mots comme réchauffement climatique ou changement climatique dans une de ses propositions scientifiques, ça interroge, ça n'a aucun sens, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, ça n'a aucune, oui, ça n'a vraiment aucun sens et c'est assez terrible parce que, eh bien, à un moment où les faits sont là, où nous avons vraiment, je crois, montré de façon très claire la réalité du réchauffement climatique, son lien avec les activités humaines. Je crois avant tout que c'est une technique d'évitement parce qu'il sait que, disons, Donald Trump sait que s'il accepte la réalité du réchauffement climatique, eh bien, il sera obligé de changer de politique, d'une certaine façon, de réfléchir à l'organisation de la société, y compris aux États-Unis, c'est complètement incompatible avec baby drill. On ne peut pas, ce sont les combustibles fossiles qui sont en premier lieu à l'origine de l'augmentation des températures depuis, disons, sur les 50 dernières années en particulier. Jean Jouzel, en renonçant à lutter contre le changement climatique, pour vous, cette nouvelle administration Trump, elle fait preuve, d'un point de vue scientifique, elle fait preuve d'obscurantisme? Oui, c'est très clair, oui, d'obscurantisme, de négation de la réalité. Ce n'est pas le seul domaine, mais on- disons, ça ne peut pas tenir, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas Trump qui va arrêter le réchauffement climatique. Alors, il se peut qu'il ait un peu de chance, qu'il n'y ait pas trop de problèmes climatiques aux États-Unis sur les deux ou trois premières, ou sur les deux prochaines années. On espère que les mi-termes seront là pour rétablir disons, un certain équilibre. Mais oui, on ne voit pas bien l'intérêt, sauf l'intérêt, disons, presque tourné vers les combustibles fossiles, parce qu'on voit bien quand même que, ben, du point de vue simplement économique, la réalité est là, c'est-à-dire que cette transition vers une société en carbone se fera. Elle se fera avec les États-Unis ou sans les États-Unis. La Chine ira de l'avant, disons, bien sûr, sur les 10-15 prochaines années.
le climat perdra beaucoup si les émissions continuent à augmenter, celles liées aux combustibles fossiles. Mais on ne peut pas imaginer que ça perdure. Disons qu'à moyen et long terme, c'est vraiment une transition vers une société sobre en carbone qui va prendre, disons, qui va s'inscrire dans le développement de notre économie. Donc c'est un mauvais calcul à moyen terme, à long terme, que de, disons, toujours mettre en avant l'utilisation des combustibles fossiles. On voit bien d'ailleurs que disons même les producteurs américains ne sont pas si enthousiastes que ça pour augmenter leur production. Ils n'ont pas de vraie motivation parce que s'ils augmentent leur production, les prix vont diminuer. On voit bien qu'un État comme le Texas, qui est un État emblématique du secteur pétrolier, du secteur gazier, eh bien c'est aussi aux États-Unis le premier État en termes de développement des énergies Ouais. renouvelables. Donc voilà, il y a la réalité, ça ne résiste même pas à la réalité économique. Mm. Alors à court terme, oui, c'est vrai, mais certainement pas à la réalité économique, disons à échéance décennale, si on a une vision de l'évolution de son pays à 10, 15 ans, à quelques décennies, ce qui n'est évidemment pas le cas de Donald Trump. Mm. Donald Trump qui qualifie le changement climatique de coûteux canular. Qu'est-ce que vous lui répondez, surtout que répondre à ceux qui croient Trump et son déni climatique? Oui, à court terme, j'ai un peu répondu à cette question. Je veux dire, à très court terme, c'est peut-être disons, il y a des investissements qu'il faut faire dans le renouvelable, des investissements. C'est tellement plus facile d'aller prendre des ressources qui sont gratuites au départ. Enfin, il y a toutes, bien sûr, il faut les exploiter et tout ça, ça a un coût. Mais voilà, donc l'intérêt, effectivement, disons, le seul intérêt des combustibles fossiles, du gaz, pas du charbon, si, un peu pour du charbon pour les États-Unis ou du pétrole, c'est leur coût au départ extrêmement faible. Donc oui, c'est un argument économique, mais je ne crois pas que ça tienne à moyen et long terme dans l'économie d'un pays. Économiquement, cette transition se fera et je crois au contraire que ce sont les secteurs d'activité qui s'y inscrivront, qui gagneront, y compris économiquement. On voit bien, enfin, je n'imagine pas qu'on puisse continuer à construire une économie autour des combustibles fossiles au-delà de 2040, certainement pas. Après, il faut comprendre, dans cette administration, on a alors Chris Wright, qui est le secrétaire à l'énergie, qui déclare, et là je sais que vous allez tomber de votre chaise, c'était sur Fox Business, qu'une planète plus chaude, avec plus de CO2, est plus propice à la croissance des plantes et que nous avons beaucoup plus de gens qui meurent du froid que de chaleur. C'est un ministre de l'énergie qui dit ça. Non, d'abord, c'est faux. Je ne crois pas qu'il y ait plus de gens qui meurent du froid que de chaleur. C'est certainement faux. Disons, on parle, voilà, en Europe, par exemple, si on revient à simplement le chiffre de 2003, c'est quand même 16 000 morts supplémentaires. On n'a pas eu, j'en ai jamais eu ça, je crois, en Europe, à travers une vague de froid. Donc, oui, on peut penser que le réchauffement climatique peut accroître le bien-être l'hiver, mais on a aussi besoin de périodes relativement froides l'hiver, justement par rapport à la végétation, pour qu'elle se repose et qu'elle reparte d'un bon pied au printemps suivant, enfin dans nos régions en tout cas. Donc, non, ce n'est pas un très bon argument. Je ne pense pas et cette idée que la végétation va absorber du CO2 et donc plus disons, ne tient pas non plus parce qu'il y a d'autres limitations à la croissance de la végétation que le simple gaz carbonique. Donc, non, le bien-être dû à l'augmentation de la température, au contraire, il y a des pays où des augmentations de température de l'ordre de 3 degrés, et surtout si c'est lié à une humidité importante, eh bien, disons, ces régions deviennent invivables, au sens que on ne peut pas y avoir d'activité physique, d'activité sportive normale dehors. Ça a été le cas, par exemple, c'est le cas maintenant l'été assez souvent au Pakistan, en Inde, où on dépasse des températures de 50 degrés avec des humidités importantes. Les gens ne peuvent simplement plus travailler. En Iran, il y a, je crois, 2 ans maintenant, eh bien, euh, les autorités iraniennes n'ont pas eu d'autre solution que de demander aux gens de rester chez eux. Il faisait plus de 50 degrés, des températures. Donc on peut, donc non, au contraire, ce sont plutôt, disons, un inconfort pour la Hmm. moitié de la population de la planète, toutes celles qui habitent sur la ceinture équatoriale et tropicale, en cas de température plus chaude, qui vont aussi affecter ces régions.
Donc c'est complètement faux. C'est une contre-vérité que de dire que le réchauffement climatique augmenterait le bien-être de l'humanité, au contraire. Une étude spécialisée du site américain Carbon Brief estimait, je crois que c'était il y a quelques mois, que la politique du président Trump pourrait entraîner une hausse de 4 milliards de tonnes d'émissions américaines de gaz à effet de serre d'ici 2030. Oui. On ne se rend pas compte, mais ça va vraiment aggraver le réchauffement climatique. On se dit que oui, parce que c'est en Oui, milliards, alors mais on ne se 4 rend pas milliards de compte, hein. tonnes, il faut remettre 4 milliards de tonnes, c'est à peu près 10% des émissions annuelles. Oui, disons ponctuellement, si on ne prend que cela, eh bien ça va, bon, on va être de l'ordre du centième de degré, j'imagine, sans vouloir faire le calcul. Alors on peut toujours dire c'est une petite contribution, mais c'est justement la somme de toutes ces petites contributions qui font le réchauffement que nous vivons actuellement et dont on a le sentiment qu'il s'accélère. Il s'est en tout cas accéléré sur les années 2023-2024. On verra pour les prochaines années. Mais ce réchauffement est bien là et c'est bien la somme des activités de l'ensemble des pays de la planète. Et par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, eh bien, les États-Unis sont derrière la Chine le deuxième pays émetteur, c'est très clair. Donc, bien sûr, ne pas suivre l'accord de Paris, ce calcul fait par Carbon Brief, c'est dans l'hypothèse, et qui est une réalité malheureusement que les États-Unis ne suivront pas l'accord de Paris, c'est 4 milliards de tonnes, c'est 10% d'une émission au niveau des émissions annuelles. Ce n'est pas rien, mais évidemment, ce n'est pas ça qui va changer radicalement C'était ça le ma réchauffement question. climatique à long terme. C'était ça ma question, parce qu'il faut remettre dans le contexte que 2024, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Quel impact auront tous ces reculs de Trump sur le climat? Est-ce qu'on va avoir dans les prochaines années, ou pas d'ailleurs, plus de catastrophes naturelles, plus de vagues de chaleur, ou pas? Oui, alors disons plus que les 4 milliards de tonnes, c'est l'effet d'entraînement, par rapport, alors plus que les 4 milliards de tonnes, ensuite c'est l'effet d'entraînement par rapport pour d'autres pays. On peut penser à l'Argentine, on peut penser que si les États-Unis, enfin, comme ils quittent disons l'accord de Paris, eh bien, ça va diminuer enfin, clairement, ça met un coup à cette dynamique de l'accord de Paris qui était relativement bien partie. Donc voilà, c'est cela le problème. Les conséquences, eh bien, ça va être a priori, alors en moyenne, des événements extrêmes plus importants. On voit bien que disons, si on se poursuit, disons, les 2 degrés pourraient être ponctuellement dépassés à horizon 2030, en moyenne dans la prochaine décennie, ou à horizon 2040. Donc ce serait des événements extrêmes beaucoup plus importants en termes alors de vagues de chaleur, de périodes de sécheresse dans certaines régions, mais aussi de pluies torrentielles. Et on voit que ces pluies torrentielles peuvent avoir des conséquences importantes. Ça a été le cas à Valence, enfin dans la région, disons dans la région de Valence en Espagne en fin d'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences de ces événements extrêmes. Disons que le réchauffement climatique, disons les conséquences principales sont effectivement liées aux événements extrêmes. Peut-être pas à la température moyenne qui augmente, disons, on est sur une trajectoire de l'ordre de 2 à 3 dixièmes de degré par décennie, c'est ce que nous vivons actuellement, mais c'est vraiment l'intensification des événements extrêmes qui est à l'origine des dégâts les plus importants. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas penser non plus à des cyclones qui deviendraient plus intenses, plus fréquents également. Alors il faut être prudent. Disons, ces événements extrêmes ont toujours existé. Donc il ne faut surtout pas dire que à chaque fois nous regardons, mais mes collègues qui s'occupent de l'attribution deviennent de plus en plus, disons, précis par rapport à cette attribution. L'intensification, donc ces événements extrêmes ont toujours existé, mais ils deviennent plus intenses, plus fréquents, pratiquement pour tous ces événements extrêmes et dans beaucoup de régions de la planète. Il n'y a pas de région de la planète qui ne soit pas touchée. Évidemment, l'élévation du niveau de la mer, c'est aussi quelque chose d'important au niveau des régions côtières, mais c'est plus pervers parce que disons, c'est plus régulier. Est-ce qu'on peut se décarboner, Jean Jouzel? Est-ce que le monde peut se décarboner et réussir son combat contre le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, sans les États-Unis, au moins pendant 4 ans? Alors, j'aimerais vous répondre oui. Ça dépend effectivement de la stratégie de l'Europe, de la stratégie de la Chine, de la stratégie de l'Inde, des grands pays émetteurs, du développement de l'Afrique. Mais ma crainte, c'est que le fait que les États-Unis plaident pour une utilisation plus importante des combustibles fossiles n'entraîne certains pays dans cette direction.
Donc, disons, pour réussir à maintenir le cap, il faudrait effectivement que la Chine fasse mieux qu'ils ne font actuellement, c'est-à-dire que les émissions de la Chine atteignent rapidement leur pic, ce qui n'est pas encore le cas, on n'en est pas loin probablement, que les énergies renouvelables s'y développent, il y a aussi, ce sont aussi les pays où l'énergie nucléaire se développe de façon importante. Au niveau français, on a certainement une capacité de décarboner notre production d'énergie, alors il faut je redis à chaque fois, jouer à la fois sur les renouvelables, c'est très clair. On n'arrivera pas à une sobriété, enfin, une neutralité carbone en France sans un développement significatif des renouvelables, mais aussi, on voit bien, il y aura très probablement, nous sommes, disons, cette décision de développer aussi du nouveau nucléaire. Voilà, donc c'est techniquement possible. Voilà, c'est techniquement possible au niveau planétaire. Ce n'est pas facile, mais on aurait pu tout à fait suivre les trajectoires de l'accord de Paris si il y avait une solidarité au niveau international, et on voit bien que c'est ce qu'il manque avant tout. Donc on n'a pas cette solidarité nécessaire au niveau international, et j'aimerais beaucoup que l'Europe, les États-Unis, que l'Europe, la Chine, l'Inde aussi se lèvent et disent, bon, cet accord de Paris, nous en prenons la responsabilité et nous essayons d'aller de l'avant sans les États-Unis. C'est peut-être un vœu pieux, mais ce serait techniquement possible et ce serait évidemment souhaitable. Allez, merci à vous, Jean Jouzel, pour cet Merci, entretien. David Jean Jacot. Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup, David. Et ça vaut le Merci. coup revient la semaine prochaine ici, chez vous, sur Boursorama.